Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans cette vidéoconférence avec un éminent professeur aujourd'hui avec nous. Le professeur Kamal Senhaji, vous êtes professeur en immunologie et vous êtes directeur du centre de recherche en sciences pharmaceutiques à Constantine. Bonsoir. Bonsoir madame, et bonsoir à tous vos adeptes qui suivent régulièrement votre émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Donc, le Covid-19, vous le savez, a chamboulé littéralement nos vies et a lancé une course folle contre la montre aux scientifiques. Vous en faites probablement partie. Dans un premier temps, professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un virus à ARN? Oui, il y a des virus à ADN par opposition à l'ARN. Donc, l'ARN est en fait en général, hein, est un messager de l'ADN. Donc, à chaque fois où une cellule animale, humaine, etc., veut produire quelque chose, une protéine ou elle a un besoin, elle donne des messages pour que ce besoin soit exécuté. Il s'exécute par l'intermédiaire de l'ARN, l'acide ribonucléique. Eh bien, les virus aussi, donc, c'est une espèce de cellule hein, qui pourrait être à ADN, donc ce sera des virus à ADN, et on a aussi des virus à ARN. Et je vais tout de suite, comme ça on va gagner du temps, euh, toujours quand les cellules se reproduisent et tout, l'ADN se reproduit en même temps. Et généralement, l'ADN est plus fiable. C'est-à-dire que quand il y a des erreurs éventuelles qui se produisent dans la multiplication des cellules, parce que ça peut de temps en temps diverger ou muter, etc. L'ADN, il est beaucoup plus fiable. Il peut s'auto-corriger. Mais l'ARN n'a pas cette capacité de s'auto-corriger. Donc, quand il y a parfois des erreurs dans l'ARN, il est difficile de l'organisme qui possède que l'ARN pour se reproduire, il ne peut pas s'auto-corriger parce qu'il n'y a pas une une enzyme qui le permet quand c'est une cellule qui fonctionne seulement avec de l'ARN. Je veux dire par là, donc je vais tout de suite aller tout de go ce que je voulais dire par là, si je l'avais un peu. Voilà. C'est que, évidemment, s'il y a un virus qui est à ARN, s'il y a des mutations, il ne se corrige pas, donc il fera des mutants. Et ces mutants, ils peuvent être soit plus gentils, plus doux, etc., entre guillemets, hein, mais cela dépend de la mutation, où est-ce qu'elle s'opère. C'est le cas aujourd'hui avec le coronavirus? Voilà, c'est que le coronavirus est un virus à ARN et il arrive de muter, et ben il peut muter en bien ou comme il peut muter en mal, c'est-à-dire il peut engendrer une descendance qui va être moins agressive, comme il peut engendrer une descendance qui sera beaucoup plus virulente. Mais généralement, dans les virus ARN, ces mutations sont souvent dans le sens d'une atténuation, heureusement. Et il se pourrait que parfois, heureusement, sinon ça aurait été catastrophique depuis longtemps, on aurait été envoyé par des virus qui nous auraient complètement, entre guillemets, passez-moi le terme, massacrés. Professeur, on va parler de l'Organisation mondiale de la santé qui avait assuré en début d'épidémie, parce que la science évolue, hein, vous êtes d'accord avec moi, en début d'épidémie, Oui. elle avait assuré que le virus ne se transmettait pas dans l'air. Aujourd'hui, ça change, il y a un faisceau de preuves qui dit qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une transmission dans l'air. Et certains pays ont adopté le port de masque généralisé. Et l'OMS dit aujourd'hui que même le port de masque ne serait pas suffisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un nouveau, c'est un nouveau virus, enfin, c'est un virus Qu'on ne connaît qui pas? est c'est une recomposition probablement de deux virus qui ont infecté une seule cellule, et puis il y a eu un mélange entre ces deux virus
qui ont donné le Covid, le SARS-CoV-2. Quant à votre question précisément, les études ne sont pas encore complètes. Jusqu'à présent, on n'a pas la preuve d'une transmission par l'air. Je veux dire par là, c'est que ce virus, déjà, c'est une bonne nouvelle par rapport aux autres virus qui sont beaucoup plus petits que le Covid-19. C'est un virus, c'est parmi les plus gros virus. Donc, par votre conséquence, si on extrapole, c'est que ce virus, s'il est dans une gouttelette, etc., comme il est déjà gros, et ça dépend si des gouttelettes, les postillons, quand ils sont projetés, quand on éternue, quand on tousse, etc., s'il y a des grosses gouttelettes, elles vont tomber rapidement. Elles ne vont pas arriver jusqu'à la personne que vous avez en face de vous. Mais cela dépend de ces projections. Quand il s'agit de très petites gouttelettes, c'est l'air. L'air, peut-être, il porte ces particules qui sont légères. Dans ce cas, elle peut-être arriver à votre voisin qui est en face de vous. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Mais les masques actuels, vu, si je reviens à la grosseur de la particule virale, c'est que les masques actuels sont, d'après nos connaissances scientifiques, elles sont suffisantes, ces protections, donc ces masques sont assez suffisants pour pouvoir s'interposer à la pénétration de ce virus. Mais toujours est-il ce port de masque qui va devenir de plus en plus, je ne dis pas obligatoire, mais il est fortement recommandé, c'est que on ne connaît pas la charge virale des personnes asymptomatiques. C'est-à-dire, quand vous avez des gens qui sont déjà immunisés contre le Covid-19 et qui se portent bien, ils ont développé une immunité, etc., il se pourrait qu'ils aient encore du virus dans leur corps, dans leur organisme qui n'est pas encore complètement éliminé par le système immunitaire. Et dans ce cas, il peut, même s'ils sont sains, porteurs sains comme on dit, il peut peut-être projeter des virus s'il n'y a pas de masque entre les gens. C'est pour ça que cette notion, depuis 2-3 jours, du port de masque recommandé est fortement conseillé. Donc, si je comprends bien, si une personne guérit du Covid-19 en phase 2, parce qu'il y aurait une phase 2, cette personne pourrait encore contracter le virus. Il y a un risque de récidive. Comment une phase 2? Je n'ai pas compris. En phase 2 ou bien une phase 2? Alors, c'est-à-dire que si la personne malade atteinte de Covid-19 guérit spontanément ou avec un traitement comme les protocoles qui sont administrés en ce moment au niveau des hôpitaux, est-ce que cette personne a un risque de récidive? C'est-à-dire, on parle d'une phase 2, qui serait moins agressive que la première phase, où des porteurs asymptomatiques seraient la cause. Donc, est-ce que ces personnes-là… La personne, si elle est déjà immunisée et qu'elle se porte bien, donc dans les premiers temps, donc, elle se défend petit à petit jusqu'à ce qu'elle ait une réponse immunitaire suffisante pour neutraliser complètement le virus. La personne n'a plus de virus détectable dans le sang, mais entre-temps, entre le début de l'infection et quand la personne commence à s'immuniser, le patient, il a une charge virale. Il peut contaminer. Mais dès lors qu'une immunité s'est mise en place suffisante, ce qu'on appelle une immunité des anticorps neutralisants, c'est-à-dire qui neutralisent le virus, mais en principe, on n'a plus de virus circulant. On peut avoir des virus à l'intérieur des cellules, mais qui sont contrôlés par la réponse immunitaire. Dès qu'un virus sort de la cellule, il est neutralisé parce que vous êtes armé avec vos anticorps, vous avez été sensibilisé et vous avez répondu favorablement avec une réponse immunitaire complètement normale. Maintenant, si le virus a muté, chez cette même personne, le virus a donné un autre variant assez différent du premier, contre lequel il s'est correctement défendu. Là, dans ce cas, ça recommence à zéro. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si la souche qui a émergé de nouveau est allée dans le mauvais sens pour l'homme et qu'elle a engendré un clone très virulent, c'est reparti à zéro. Donc, la personne doit s'immuniser de nouveau parce que son organisme, il va voir comme quoi il y a, comme si c'était un nouveau virus, il recommencera
de nouveau à s'immuniser jusqu'à ce qu'il atteigne une immunité suffisante pour se défendre. Et professeur, dans cette quête de traitement, de multiples essais cliniques sont lancés à travers le monde. Hein. On parle d'antiviraux, antipaludéens. Selon vous, quelle est la piste en exploration la plus prometteuse ou les plus prometteuses? Écoutez, ça a été fait, les essais cliniques qui ont été mis en route sur le plan international sont issus d'un raisonnement rationnel et scientifique. C'est-à-dire qu'on a essayé d'aller voir, parce que c'est dans l'urgence, la recherche est en train de développer des molécules nouvelles là, spécifiques du Covid. Mais dans l'urgence, on est allé dans une chimiothèque, c'est-à-dire une espèce d'armoire. On a sorti les anciens médicaments contre les virus à ARN, donc il y a quand même une logique. Et puis, donc, ce sont ces molécules, les anciennes molécules qui ont été utilisées même dans un passé assez récent, comme pour le VIH, c'est un virus à ARN, Ebola, c'est un virus à ARN, ce sont ces molécules-là qu'on a sorties actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a 4 bras, 4 essais qui ont été mis en route. Il y a un qui était dirigé contre Remdesivir, donc contre Ebola, un virus à ARN. Lopinavir et ritonavir, c'est 2 molécules qu'on donne maintenant dans l'infection VIH, qui est un traitement assez efficace dans le VIH, qui contrôle bien le VIH. Et le 3e bras, on a rajouté à ces traitements du VIH, on leur a rajouté l'interféron, qui est un bon immunostimulant et qui permet de modérer l'inflammation. Donc, c'est le 3e bras. Et le 4e a été rajouté en plus, c'est celui de l'hydroxychloroquine. Qui a administré dans plusieurs pays, dont l'Algérie. Bon, dans l'Algérie, et c'est tout à fait une démarche tout à fait rationnelle et logique, puisque cette molécule, cet ancien médicament qui est âgé maintenant de 70 ans, qui a été utilisé dans le paludisme, le malaria, rapidement, il a été testé récemment dans le laboratoire, in vitro, dans le laboratoire, et qui a l'air d'être efficace sur le Covid-19, le SARS-CoV-2. Maintenant, c'est sûr que la transposition chez l'humain, dans l'essai clinique humain, il faut le vérifier. Et il a l'air, donc actuellement, bon, il est un peu sous les projecteurs, parce qu'il a suscité certaines polémiques, peu importe, mais c'est un traitement comme un autre. Il a l'air d'avoir une certaine efficacité, tout en signalant donc aux personnes qui nous regardent, comme quoi et on ne peut pas l'auto-prescrire ou l'automédication n'est pas permise parce qu'à cause de ça, c'est fait tout simplement parce que sa dose efficace est proche d'une dose toxique. Il faut en prendre beaucoup, une grosse quantité par jour. Et cette quantité, elle est efficace contre le virus, mais elle peut aussi, elle peut avoir des conséquences sur la toxicité au niveau du foie, etc. Et professeur Sanhaji, vous êtes appelé le chasseur du VIH. Vous venez de le dire, vous parliez d'une association entre 2 molécules. Si je ne me trompe pas, vous allez me corriger, je ne suis pas médecin, hein, donc vous me corrigerez. Est-ce que vous pensez que c'est la plus efficace et même plus efficace que la chloroquine en ce moment? Rien ne peut, je ne suis pas devant, madame, je ne peux pas vous le dire, parce que effectivement, ce sont 2 virus à ARN, pardon, mais le virus du VIH est un rétrovirus, c'est-à-dire il a de l'ARN, mais il fonctionne d'une certaine façon, d'une certaine manière, il est spécialisé. Quand il rentre dans une cellule qu'il infecte humaine, il fait une rétrotranscription, c'est-à-dire il va se retransformer en ADN pour qu'il devienne le virus VIH qui était à ARN, il se transforme en virus à ADN pour pouvoir s'intégrer dans l'ADN humain, s'insérer, et ça devient donc compatible. Pour qu'il y ait une compatibilité entre lui et la cellule humaine, il doit se transformer en ADN. Donc,
c'est un virus un peu plus compliqué que le coronavirus. Je ne peux pas vous dire si ce sera très, très efficace. Mais en tout cas, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins cher d'utiliser probablement la chloroquine. La chloroquine n'est pas un antiviral direct. Elle n'agit pas directement sur le coronavirus, mais la chloroquine, quand elle rentre dans quand c'est pris par le patient, par le malade, la chloroquine rentre dans la cellule et elle crée un environnement, c'est-à-dire elle change le pH du milieu intracellulaire, c'est-à-dire que le milieu cellulaire ne devient pas favorable au développement du Covid. Le Covid va se trouver dans un milieu acide, plus acide, donc il est inhibé, il va s'arrêter de croître. C'est comme si vous mettez je sais pas, un peu d'acide ou dans un milieu, etc. Vous acidifiez le milieu et les gens n'aiment pas l'acide, etc. Donc, ça va interférer avec son... Et il lui faut des conditions de neutralité dans une cellule pour qu'il puisse se propager. Mais si vous lui changez les conditions, c'est-à-dire comme si dans une pièce, vous allez allumer un climatiseur pendant l'hiver et vous rallumez un climatiseur, vous allez encore mettre plus de froid, ou l'inverse, pendant l'été, vous allez encore plus chauffer et les gens vont être dans une situation inconfortable. On va mettre le virus dans des situations inconfortables, il s'arrêtera de se propager. Professeur Sanhaji, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil à cela. Il y a eu récemment un essai clinique visant à prélever du plasma chez des patients guéris et à transférer leurs anticorps chez des patients atteints de Covid-19. Qu'en pensez-vous concrètement? Oui, c'est une stratégie très, très logique. Elle se base sur l'immunité. C'est-à-dire qu'on va prendre les gens qui sont timides, et il faut tabler sur ça. Les personnes qui sont guéries actuellement du Covid, et ça représente 20%, il y a les gens qui guérissent, hein, 80% vont guérir, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut se baser sur ces gens-là, puisqu'il y a une guérison chez eux, donc ils ont développé une immunité efficace et suffisante, c'est-à-dire biologiquement, ils ont fabriqué des anticorps neutralisants. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être en faire des donneurs de sérum, de plasma. On peut donc extraire du plasma chez ces patients qui sont guéris du Covid. Voilà, extraire les anticorps, je schématise, hein, extraire les anticorps qui sont dans le plasma de ces patients qui sont guéris et les injecter aux patients qui sont dans des situations difficiles. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle une sérothérapie. C'est ce qui se fait dans le tétanos, par exemple, quand on met le pied sur un clou rouillé, etc., où il y a du tétanos. Si vous n'êtes pas vacciné contre le tétanos, le tétanos est toxique. Je ne vous souhaite pas, il va vous tuer rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on va rapidement à l'hôpital. On vous fait, dans l'urgence, une injection de sérum antitétanique qui est tout prêt. Ce sont en fait des anticorps qui ont été produits chez des gens, ou bien maintenant on peut immuniser un cheval, par exemple, parce qu'il a beaucoup de sang. Quand on l'immunise expérimentalement, donc on lui prélève des quantités importantes, donc on aura plus d'anticorps. On peut en faire un médicament. Donc le sérum antitétanique, il fonctionne de cette manière. On vous injecte en intrapéritonéal, donc rapidement, quand vous mettez le pied sur un clou où il y a du tétanos, hein. Donc on vous donne le sérum antitétanique. Comme ça, on neutralise tout de suite la toxine tétanique qui a pénétré chez vous, et on vous vaccine le jour même pour que le sérum le plasma est en train d'agir, mais pour vous soulager dans l'immédiat. Mais en même temps, on vous donne le vaccin, on vous vaccine, et comme ça, dans 1 mois et demi ou 2 mois, vous aurez votre vaccin qui sera efficace et vous serez protégé. Même si vous mettez une deuxième fois le pied sur le clou et qu'il y ait du tétanos dessus, il n'y aura rien du tout, vous n'aurez rien du tout. Eh bien, cette possibilité que vous évoquez, elle est parfaite, elle est très logique. Et d'ailleurs,
je peux vous le dire, enfin, c'est que ça a été testé dans Ebola. Ebola est beaucoup plus est terrible. Je ne veux pas m'étaler sur Ebola, mais je vais comparer le Covid-19. C'est un enfant de cœur par rapport à Ebola. Le Covid-19, il nous laisse le temps de nous immuniser. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faudrait prendre le temps, etc., que les gens reconnaissent ce virus, etc., etc. Les gens qui n'ont pas de maladies secondaires, qui n'ont pas de maladies chroniques, etc., ça ne pose aucun problème. Ils vont se défendre. Il y aura une immunisation tout à fait normale. Mais Ebola est un virus comme Corona, mais beaucoup plus méchant. Il a une, oui, il a une capacité en plus, c'est qu'il déclenche des fièvres hémorragiques en quelques heures ou très peu de jours. Quand on est infecté par Ebola, Ebola va déclencher chez nous, donc c'est un virus, etc. Mais il va déclencher dans notre sang un processus qui est de décoagulation, c'est-à-dire le sang n'a plus la propriété de coaguler, mais tous ces facteurs de coagulation, ils sont neutralisés et on aura du sang qui va sortir de nos vaisseaux. On fera des hémorragies et puis on meurt. Donc, en fait, je veux dire par là, il ne va pas nous laisser, le Ebola ne nous laissera pas le temps de nous immuniser, et contrairement à Corona. Vous voyez un peu. Et c'est pour ça que, ouais, je reviens, c'est que cet essai, cette possibilité que vous évoquez d'utilisation de plasma de personnes infectées qui sont guéries a été utilisée. Puis je crois 2 ou 3 personnes d'une équipe française, d'une équipe américaine, des infirmiers ou médecins qui ont été traités. Les 3 personnes qui ont été sauvées d'Ebola, c'était par ce procédé. On a pris des anticorps de patients Donc, ce immunisés. serait une piste tout à fait prometteuse. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, moi, j'ai retenu 2 mots. Alors, en parlant de tétanos, vous avez parlé d'immunité, vous avez parlé de vaccination. Moi, ma question est la suivante concernant le Covid-19. Est-ce que ça pourrait avoir une relation avec le BCG si on parle d'activer l'immunité innée contre le Covid-19? Parce qu'on dit que les enfants sont moins atteints parce qu'ils ont leur vaccin de manière suivie. Et en revanche, les personnes âgées sont peut-être plus atteintes car ils ne font pas les rappels. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait juste. C'est une piste scientifiquement soutenable, c'est-à-dire elle est logique. Le BCG, en fait, rentre aussi dans un cadre un peu particulier parce que, si je me souviens bien, ça a déjà été utilisé, ça fait une trentaine d'années auparavant, même chez les cancéreux. Georges Maté, donc il est maintenant décédé, c'est un cancérologue très connu donc à l'époque, et il avait effectivement, parce que tout le monde cherchait pour vaincre le cancer qui reste encore une grosse plaie, c'est que ce cancérologue a vacciné, je me souviens bien, certains patients qui avaient des cancers, et il a trouvé que leur immunité était boostée. C'est-à-dire que le BCG permet d'emballer un peu le système immunitaire pour qu'il puisse fabriquer des anticorps tous azimuts, et pourquoi pas contre telle ou telle infection existante au moment où on refait le BCG. Si c'est du corona, peut-être que les défenses anti-corona seraient emballées et puissent avoir un effet bénéfique. C'est-à-dire que ça permet de remonter un petit peu l'immunité. C'est sûr que ça n'a pas permis de guérir des cancers. C'est parce que c'était pas suffisant, c'était pas assez puissant pour éradiquer une cellule cancéreuse, en fait. Et puis, les enfants, vous signalez le problème des enfants qui sont à jour de vaccination, etc. C'est tout à fait normal et logique. Et puis, l'enfant aussi, on est dans une situation où, dans l'enfance, nous avons besoin d'avoir une expérience sur le plan immunologique, immunitaire. C'est-à-dire que quand on est enfant, à la naissance, on
à la naissance, on sort du ventre de sa maman, on se retrouve dans un océan de virus, de bactéries, etc. C'est une belle expérience qui nous permet donc dès le départ de résister et d'être affrontés à se défendre contre tout ce qui nous entoure, parce que vous êtes projetés comme ça dans la nature et plein de choses, et en particulier tous ces microbes. Donc l'enfant et le jeune, quand même dans l'enfance, nous avons une immunité qui est beaucoup plus dynamique qu'à l'âge adulte ou encore des âges beaucoup plus avancés. C'est pour ça que les défenses immunitaires, c'est pour ça que les cancers ça touche toujours souvent les personnes âgées. C'est pour ça que dans le corona, le Covid, on a plus de personnes. On dit, c'est faux de dire, ça touche les vieilles personnes, les personnes âgées. Une personne âgée, si elle a une bonne immunité, ça ne pose aucun problème. Je fais le raisonnement inverse. Si un jeune n'a pas une bonne immunité, il a un déficit de son système immunitaire, eh ben, il sera dans la catégorie qui va en pâtir, qui va avoir des gros problèmes avec le Covid. Donc, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas. Je vous ai dit tout à l'heure que 80% de la population va être immunisée et rejetée, donc ils se défendent correctement. 20%, c'est le taux des maladies chroniques dans la population générale mondiale. C'est dans cette catégorie. Et puis là-dedans, sur les 20%, il y a en fait peut-être que 5% qui auront des signes très graves. Disons, sur 20%, vous avez 15, c'est plus ou moins grave, plus ou moins sérieux, mais 5%, c'est un peu très grave. Et ce sont dans les 5% où on aura plus de mortalité, etc. Professeur Sanahadji, on a parlé de traitement, on a un petit peu tourné autour du pot, autour de cette question. À quand concrètement la découverte d'un vaccin? Le vaccin, madame, c'est une aventure scientifique qui prend du temps. C'est pas en claquant des doigts qu'on va... mais c'est déjà... c'est-à-dire on a gagné les Chinois quand ils sont à la fin au 30 décembre. C'était le 30 ou 31 décembre 2019. Malheureusement, il nous a propulsé dans une nouvelle année 2020 qui avec tout son lot de cette surprise, hein, calamité. Oui, tout à fait. Et c'est-à-dire que effectivement, il y a eu du temps gagné parce que le virus a été rapidement identifié, et surtout ce marché de Wuhan en Chine, d'où l'épidémie a explosé. C'est bien d'avoir, c'était un mal pour un bien parce que ça a été localisé. C'est comme ça, c'est comme une enquête policière. Hein, c'est pour les scientifiques, quand ils trouvent l'origine, c'est beaucoup plus simple pour retrouver un peu la cause, etc. Donc rapidement, il a été identifié, vu au microscope électronique, etc., sous forme de coronavirus. Ensuite, il a été séquencé. Et puis là, il y a des possibilités de fabriquer de vaccins. Et le vaccin, c'est qu'il faut trouver la vaccinologie, la science qui permet de faire des vaccins, et elle offre des possibilités de différentes formes de vaccins. Il faut le mettre en culture, ce virus. Parce qu'en fait, le vaccin, c'est quoi? C'est que quand on vaccine quelqu'un, on lui injecte le virus. Mais c'est un virus mort, qui a été atténué, etc. Donc, il faut injecter tout le monde. N'est-ce pas? Oui, c'est à titre préventif. Donc, il faut le mettre en culture, et ça ne pousse pas facilement. Il faut trouver les cellules dans lesquelles il doit pousser, ce qu'on appelle des lignées cellulaires de laboratoire, parce que vous le mettez sur ces cellules, et puis vous allez faire des grands fermenteurs, des grandes cuves, avec des milliers, des millions de litres de bouillon de culture, pour que ce virus puisse se propager dans un vase clos, hein, de façon à ce que après on puisse récolter ce virus et ces grosses quantités de virus, et puis ces grosses quantités de virus récoltées vont être traitées par chauffage, etc., pour en faire des vaccins. Ensuite, on va l'injecter aux gens sous forme de vaccin. Et ça, parce que
il faut le tester comme un médicament. Il y a des phases. Phase Donc, 1, phase 2, phase 3. concrètement, ça Il faut prendrait qu'il... 1 année, 2 ans, plus? Madame, ça prend au plus tôt, ce sera 1 année. Normalement, 18, on table sur 18 mois, mais on peut peut-être gagner du temps qu'on a de la chance. Ce sera dans une petite année, Inch'Allah. Et professeur, est-ce qu'on peut envisager une saisonnalité? C'est-à-dire qu'il part et puis après, vous pensez qu'il va disparaître, c'est ça? Voilà, comme la grippe. Oui, absolument. Peut-être que la saison que nous vivons actuellement, on va vers des saisons beaucoup plus chaudes. Et on sait que les virus, selon les saisons, certains virus ont des préférences donc, saisonnières. Donc, probablement qu'il va disparaître dans quelques semaines avec les beaux jours, avec la température qui va s'élever. D'ailleurs, c'est pour ça que peut-être le sud, de la planète, l'Afrique, etc., probablement on peut peut-être extrapoler de cette façon, mais ce n'est pas encore prouvé. C'est pour ça que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup dans les pays africains si vous regardez les contaminations en Afrique. Et tant mieux, c'est un mal pour un bien parce que en Afrique, il y a beaucoup de précarité. Il ne faut pas encore rajouter aux Africains plus de misère et plus de problèmes. Donc, on pense que ça va s'atténuer, même s'il refait le tour après, d'ici là, il y aurait probablement un vaccin qui aurait été trouvé, ou bien ces 4 protocoles chloroquine, etc., qui ont abouti, et que lorsque le corona reviendra, il reviendra sous une forme endémique, c'est-à-dire comme pour la grippe, il faudra juste acheter le vaccin pour l'année d'après, éventuellement pour vacciner les personnes à maladie chronique, comme on fait d'ailleurs pour la grippe. Et justement, pouvons-nous nous attendre à un autre virus de type coronavirus? À l'émergence de notre virus. Oui, c'est tout à fait. Vous avez touché du doigt un problème important, c'est que ce qu'on appelle les maladies émergentes ou causées par des infections qui émergent, ou même réémergentes. Certains virus partent et puis reviennent, et comme par exemple le H1N1 qui a fait beaucoup de dégâts, et c'est la grippe espagnole de 1918 qui est revenue un siècle après. Vous voyez un peu, ça peut mettre beaucoup de temps. Oui. Le H1N1, c'est une variante de la grippe espagnole. La grippe espagnole, je vous signale qu'elle a décimé un quart de l'Europe, de la population européenne. Donc, il faudrait que ce problème, cette calamité, cette surprise qui a été provoquée par le coronavirus puisse servir d'exemple et d'alerte pour que les pouvoirs publics puissent en mettre en place des anticipations et pour pouvoir casser ces chaînes de transmission. Et je vous l'ai dit, on a peut-être si je compare à Ebola, un enfant de cœur avec le corona, c'est qu'il faudrait d'ores et déjà mettre en place des structures de confinement spécifiques hospitalières et de recherche. Pourquoi pas ne pas mettre en place une infrastructure, un hôpital de recherche où on peut rapidement, par exemple, il faut s'attendre à Ebola, parce qu'Ebola a fait plusieurs incursions dans les toutes dernières années. Il a dû faire 3 incursions en Afrique subsaharienne, c'était pas loin de chez nous, hein. Donc 2013, 2015, 2017, et il faudrait faire des constructions de laboratoires confinés de type P3 ou même P4, c'est-à-dire des laboratoires complètement étanches dans lesquels on peut mettre et les patients pour les isoler rapidement, pour leur donner des soins, pour faire des prélèvements et à côté faire des laboratoires de recherche dans la même structure où on peut travailler sur ces prélèvements pour préparer, pourquoi pas, ce que vous venez de dire, la sérothérapie chez les patients
qui vont s'en sortir. On peut prendre les anticorps, on peut les tester en recherche. S'ils sont efficaces, pourquoi ne pas en fabriquer beaucoup et puis les utiliser en sérothérapie s'il n'y a pas de vaccin? On sera obligé de faire des sérothérapies. On va immuniser des chevaux, etc. Parce qu'un cheval, il a une dizaine de litres de sang. Vous pouvez l'immuniser et puis 2 mois après, vous faites une saignée. Il va fabriquer du sang. De nouveau, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le tuer. On va prélever d'un coup 5 ou 6 litres de sang, dont 5 ou 6 litres de plasma, et puis on va extraire les anticorps qu'on va injecter contre Ebola. C'est ce genre de structure qu'il faudrait anticiper parce que on aura des maladies émergentes. Et c'est l'occasion rêvée, et là c'est comme ça, c'est quand on est au pied, on a une épée dans les reins, quoi. Il faudrait avancer à pas forcer. Et ce n'est que dans des conditions, vous voyez, d'urgence comme ça. Vous avez vu comment les gens innovent maintenant. On fabrique des masques avec des chaussettes, avec des respirateurs. Des respirateurs pour un malade, maintenant, il y a des gens qui ont fabriqué des kits, etc., des tuyaux, avec ce qu'il n'y aura pas assez de respirateurs si on a beaucoup de monde qui va arriver en réanimation. Vous êtes obligé si vous avez peu d'appareils, vous êtes obligé de mettre un système où vous faites des raccords. C'est des patients peut-être qui n'ont pas beaucoup besoin parce que des taux d'oxygène qui doivent être injectés, enfin inhalés. Vous pouvez ainsi, avec un appareil, alimenter d'oxygéner une personne, un patient, vous pouvez oxygéner juste 9 ou une petite dizaine de personnes. Vous voyez un peu tout ça. Les gens ont été ingénieux. Ils ont innové. Et c'est une occasion. Donc, je pense que les gens sont conscients. Ils commencent à demander, à poser des questions, même des gens simples qui n'étaient pas soucieux. Là, je vois dans la rue comment les jeunes nous abordent, posent des questions, etc. Et ne serait-ce que pour l'hygiène, etc., pour les autres maladies, ils prendront soin d'eux. On voit donc on leur montre prendre soin de soi, justement, et qu'il y ait une réelle prise de conscience du danger de cette maladie dont le traitement n'est pas encore connu et dont le vaccin est encore loin. Est-ce que vous pensez que les mesures de confinement, c'est-à-dire se confiner à la maison, c'est l'arme nécessaire pour freiner cette propagation? Oui, c'est sûr que c'est l'idéal, mais il aura fallu, elle n'est pas suffisante. Le confinement partiel n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant parce que le confinement le soir, les gens se confinent d'eux-mêmes, hein. Ils rentrent chez eux et puis voilà. Mais il faut pour vous le confinement total. Le confinement total, il aurait fallu même le prendre bien avant. Ça fait peut-être un peu moins d'une semaine, ça aurait été même l'idéal. Parce que si on s'inspire du modèle chinois, ils ont confiné quand ils avaient 100 morts. 100 morts, ils ont tout arrêté. Et là, on voit les statistiques chez eux, ils ont aplati leur courbe. Elle n'évolue plus comme sous une forme exponentielle. L'Italie, malheureusement, les pauvres, ils ont confiné quand ils avaient 500 morts. Et quand on a 500 morts, c'est des milliers de personnes infectées. C'est 10 000 fois plus de gens qui sont dans la rue, qui sont infectés et qui propagent le virus. Donc, voyez un peu. Après, vous êtes dépassé, vous allez être débordé par l'afflux dans les structures hospitalières pour traiter les gens qui sont en détresse respiratoire. Mais les systèmes de santé, ils ont des limites. Il y a des capacités dans les hôpitaux, etc., que les pouvoirs publics mettent en place, mais on ne peut pas accueillir tout le monde, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas, si vous avez une maison dans laquelle il y a tant de pièces et qui prennent 50 personnes, vous ne pouvez pas mettre 1000 personnes. Ça va casser après. Et c'est comme ça, les hôpitaux, ils sont débordés, c'est tout à fait normal. Si on en met des milliers vous multipliez par 10 ou 100 ou 1000, vous allez après arriver à une rupture par rapport aux réponses de la prise en charge des patients. Il faut un confinement total. D'accord.
Donc, avant de s'intéresser au cas Algérie, on va un petit peu parler pour essayer d'expliquer la situation des pays qui sont des pays développés. On va prendre une ville où le système de santé est des plus performants. On va prendre New York, où on enregistre approximativement 800 morts en 24 heures. Comment cela peut-il se passer comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oui, attention, New York aux États-Unis, c'est un pays qui est peuplé, donc, donc c'est déjà proportionnel quand le nombre d'infections. Dès que le virus arrive là-bas, il va infecter beaucoup de monde parce que c'est peuplé, et par voie de conséquence, il y aura plus d'impact sur la mortalité. Maintenant, donc les structures hospitalières ont probablement été dépassées, débordées, et c'est pour ça qu'on a plus de mortalité. Vous pouvez aussi évoquer l'Allemagne. L'Allemagne, elle a le même taux de personnes touchées que la France, mais la France, elle est à 10, si on calcule aujourd'hui, on peut voir qu'il y a 10% de mortalité, presque 10% en France, alors qu'en Allemagne, il y a même pas 2% de mortalité. Vous voyez un peu, parce que là, le nombre de morts, en fait, va refléter les performances du système sanitaire. Ça, c'est un des facteurs, hein, un des facteurs importants. Mais ce qu'il y a, c'est que on est mal tombé peut-être. Cette période actuellement coïncide avec la mort, aussi les maladies, infections virales, des infections respiratoires. Il y en a beaucoup, il n'y a pas que le corona. Donc, les maladies respiratoires tuent aussi. Donc, à vrai dire, pour avoir le vrai, parce qu'on ne le sait pas encore, l'impact propre au Covid-19 sur la mortalité, il va falloir faire le bilan, voir le nombre de morts des maladies respiratoires l'année dernière, du 1er janvier au 10 avril, à aujourd'hui, et faire la même chose, le nombre de personnes mortes d'infections respiratoires du 1er janvier 2020 au 10 avril 2020, donc à la même période exactement. Et là, on fera une soustraction, on verra exactement ce que le Covid-19 a engendré comme mortalité. C'est-à-dire que vraiment, c'est le Covid qui a tué ce nombre important. Ce n'est que comme ça parce que ça coïncide avec une saison où on a une mortalité causée par les maladies respiratoires. Professeur Sanhadji, si on parle de l'Algérie et si on examine la courbe de propagation en Algérie, quand pensez-vous que nous allons atteindre le pic? Ou est-ce qu'on l'a déjà atteint? Écoutez, Je vous le rappelle qu'on pic. était à 235 morts jusqu'à présent. Oui. On aurait dû confiner la semaine dernière quand on avait une centaine de morts. On aurait fait comme les Chinois, ça aurait été, peut-être, je pense, hein, ça aurait été beaucoup mieux. Mais c'est sûr que la culture n'est pas la même, hein, la discipline, etc. Donc, c'est pas facile là. On voit qu'il y a un confinement, mais on voit que les gens sortent. Hein, donc, C'est vrai. bon, c'est une petite parenthèse, mais on n'a pas encore atteint le pic. Ça a commencé à s'accélérer depuis. On avait le nombre d'infections, le nombre de morts qui était modeste jusqu'à la fin du mois de mars. Et puis depuis le début avril, on a vu que ça s'accélère. Le nombre de cas augmente rapidement. C'est-à-dire, avant, on avait une trentaine. Je viens de voir le chiffre, pardon de vous couper la parole, je viens de voir le chiffre à l'instant annoncé par le ministère de la Santé. On en est à 256 morts. 256 morts. On était à 235, donc hier. Hein? Hier, oui, tout à fait. Et le nombre de personnes infectées, est-ce que vous l'avez? Non, vous l'avez pas, non? Non. De personnes infectées, je vais vous dire. 1770.
61, Mais oui, 1761. on a augmenté de 100, 1666, 1761, donc C'est ça. 100, voilà. Maintenant, ça augmente par centaines, par 100. Et 100 le nombre de personnes morts, testées, hein, j'imagine, confirmées, oui, testées. oui, 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 bien sûr. On n'a pas la réalité, en fait, hein, parce que si vous avez 100 tests, vous allez tester 100 personnes. Et là-dedans, vous aurez un nombre de personnes positives. Si Donc, vous pour avez revenir 1000 au tests, pic, au pic, voilà. Donc, l'accélération, donc ça va commencer depuis le début avril. C'est en train de monter par 100 chaque 24 heures pour les gens déjà qu'on a pu tester. Et le nombre de morts aussi a augmenté. Avant avril, c'était même pas une petite dizaine. Maintenant, ça augmente de 20 à 30 par jour. Donc, ça a double, même triplé. Donc, vous voyez, on est en phase exponentielle. On est en phase exponentielle. Ensuite, c'est-à-dire que c'est maintenant que les gens commencent à être touchés, le virus pénètre dans la population, et, pardon, et c'est maintenant que les gens aussi s'immunisent. Et la règle de base de défense immunitaire, pour avoir une immunité stérilisante, neutralisante, efficace pour éliminer une infection virale, il faut compter entre 6 semaines, 6 à 8 semaines, c'est-à-dire entre 1 mois et demi à 2 mois. Donc, on a passé déjà 15 jours depuis voilà de la progression rapide du nombre qui montait. Maintenant, il monte. À chaque jour, on a 100 de plus, alors qu'avant, on avait moins d'une trentaine par jour. Là, maintenant, chaque jour, on a 100 de plus. Donc, maintenant, c'est en train de s'accélérer. Et ça, c'est en train de se faire depuis 10 à 15 jours. Il nous faut encore un mois. Il faudrait, je pense, à un mois, on va atteindre le sommet. Et après, ça deviendra probablement un plateau. Ensuite, ça redescend. Ça fait une courbe, ce qu'on appelle en cloche. C'est toujours, ça fonctionne comme ça pour les infections virales et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça donc pour on s'en débarrassera d'ici l'été, début de l'automne peut-être. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors pourquoi, selon vous, on a le taux de mortalité le plus élevé au monde et surtout si on prenait en comparaison nos voisins du Maghreb, le Maroc ou la Tunisie? Oui, j'ai fait une allusion. Moi, je pense que déjà, le système de santé algérien n'est pas performant. C'est une réalité. Et rien n'a été fait depuis des années. Ça fait plusieurs années. Toutes les politiques précédentes n'ont pas été assez performantes pour refaire un système de soins efficace. Mon Dieu fait que c'était le meilleur du Maghreb, je veux dire. Hein. La médecine qui s'est mise en place après l'indépendance, elle était une médecine performante. Et puis après, donc, il y a tous les choix politiques, etc., qui sont traduits par, un système qui n'a pas été très performant. C'est sûr que il y a une massification dans les soins, dans l'éducation, etc. C'est sûr, c'est un choix politique. On a éduqué enfin, on a inscrit beaucoup d'enfants à l'école, on a mis en place une médecine gratuite, etc. Tout ça, c'est un choix politique qui est pour les classes démunies. C'est un choix politique qui est tout à fait, je pense que ce qu'il fallait faire à l'indépendance, ça pose aucun problème, parce qu'on sort d'une période de guerre, etc., pendant laquelle, et à la suite de laquelle, cette politique est tout à fait justifiée. Mais on a glissé petit à petit, donc on a laissé les choses se faire, et le système s'est dégradé. Donc, toujours, je reviens pourquoi on a un taux de mortalité élevé par rapport au coronavirus, parce que le système de soins intensifs, etc., n'est pas performant. Donc, il n'y a pas assez d'équipements, il n'y a pas assez de structures, il n'y a pas assez
de moyens, etc. Et ça se traduit par une mortalité importante. Et encore, je peux vous dire que avec la population, on a aussi de la chance parce que ces personnes qui meurent, en fait, ce sont les personnes qui sont vulnérables par rapport aux autres maladies aussi. Et c'est pour ça, parce que dans les autres pays, ils ont sur 20% de personnes malades. Mais le pourcentage est un peu plus bas. Ils ont mis en place, ils ont des soins plus ou moins corrects. Chez nous, on a les 20% de personnes qui sont comme tout le monde, hein, mais on a un système de soins qui est encore plus dégradé, donc on a plus, plus de morts. Mais on a 70% de personnes qui sont âgées de moins de 70 ans. Pardon, de 40 ans. Donc, Oui, et donc c'est la pour ça population est relativement qu'on a jeune. une chance que ça va toucher moins de personnes qu'ailleurs. Où c'est un exemple unique au monde, où c'est un pays jeune qui a 70% de jeunesse. Et là, dans le corona, je pense que c'est un mal à cette explosion démographique. Ben, ok, ça fait beaucoup de monde, etc. Mais dans ce cas d'espèce, qui est le corona, c'est peut-être une chance où on aura moins de dégâts. Alors, professeur Sanhaji, moi j'ai encore beaucoup de questions, mais on est à plus de 50 minutes, donc je vais vous poser une dernière question qui je trouve est importante, et puis je vous laisserai le mot de la fin, mais en tout cas, ma dernière question concerne les donneurs de... Non, vous avez bien parlé, c'est différent. Alors, ça va concerner les donneurs de sang, parce qu'on a d'autres pathologies, et particulièrement aux urgences. Donc, les donneurs de sang se manifestent encore. Est-ce qu'il faut les tester? Parce que est-ce qu'on peut transmettre le Covid-19 en donnant son sang? Oui, parce qu'il y a la virémie, il y a la charge virale. Bon, je pense que ce sera obligatoire. Et il faut toujours faire le don de sang. Donc, il y a des gens qui sont à l'hôpital pour des urgences traumatologiques, etc., où on a des femmes qui accouchent, etc., pour pouvoir, en cas où ça nécessite des transfusions urgentes, on a besoin de dons de générosité, de dons du sang jusqu'à présent. Mais je pense que le test sera, parce que les donneurs de sang vont être testés pour le VIH, pour l'hépatite, etc. Les tests sérologiques obligatoires du don du sang sont effectués. Et en plus, on rajoute à ces tests classiques du don de sang, on rajoutera le test Covid. Et là, à ce moment-là, si c'est Covid négatif, il faut, donc la personne qui donne le sang, il faut qu'elle soit la bienvenue. D'accord. Voilà. Alors, le mot de la fin pour sensibiliser les Algériens qui nous regardent, je vous le laisse, professeur Sanhaji. Oui, là, il faut pas hésiter à mettre en place pour soi-même et pour protéger ses proches, ses voisins, sa famille, etc., de mettre en place les, les mesures barrières. Les mesures barrières, il faut se protéger. Il faut pas hésiter à se laver les mains. Il faut savoir comment se laver les mains. Il faut prendre le temps de se laver les mains et avec du savon, de l'eau savonneuse. Et c'est très efficace. Il ne faut pas essayer de porter des gants parce que vous allez porter des gants et c'est là que vous allez exagérer pour toucher tout. Vous allez vous protéger vous, mais vous n'allez pas enlever les gants. Vous allez toucher partout. Donc, il vaut mieux dans ce cas ne pas avoir le gant, ça vous incite à aller vous laver les mains le plus souvent possible. Donc, essayez maintenant si vous pouvez porter des masques, puisqu'on a tendance à le dire parce que les porteurs sains peuvent avoir du virus, etc., pour un petit peu pour protéger au moins les autres, ne pas leur donner le virus. Il faudrait rester chez soi le plus possible. Il faudrait maintenir une distance entre votre voisin et vous. C'est-à-dire que le virus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la preuve. Ça passe pas par l'air, ça passe par vraiment. C'est l'être humain qui le porte. Et il ne vient pas vers vous. Heureusement, sinon tout le monde aurait été contaminé. C'est que c'est nous qui le transportons. Il est manuporté. Donc on touche, etc. Et on touche autre chose et on le dissémine comme ça. Ça, c'est des choses
essentiel, fondamental. Et puis, être solidaire des gens qui en ont besoin. Et aussi, sur le plan de la morale, cette pandémie a permis de se reposer des questions et on voit que avec cette particule virale qui est invisible, un petit être minuscule qu'on ne voit même pas, il a l'air d'être puissant et de nous avoir même presque vaincus. Donc là, ça va nous poser la question comme quoi l'homme l'homme en général, les scientifiques en particulier, doivent faire des efforts pour pouvoir aller plus loin et vaincre cette calamité. Voilà ce que je voulais dire généralement. Merci beaucoup. Merci, professeur Kamal Sanahadji, pour toutes ces précisions, pour toutes ces explications. Merci d'avoir pris le temps de le faire et merci beaucoup pour votre positivité et générosité. À C'est moi bientôt. qui vous remercie. Merci beaucoup.